Le typhon Mangkhut a fait au moins 49 morts aux Philippines, selon un tout dernier bilan. Il a pris la direction du sud de la Chine vers les côtes densément peuplées. La tempête Florence, elle se déplace vers l'ouest des États-Unis. Les autorités américaines parlent d'au moins 13 morts. Les ouragans, les cyclones, les typhons sont de plus en plus puissants et de plus en plus fréquents. Est-ce la conséquence du réchauffement climatique? Décryptage dans ce journal. En Syrie, des missiles israéliens ont visé l'aéroport international de Damas, selon le média officiel du régime, des frappes qui n'ont pas fait de victimes ni de dégâts. La réponse de la défense antiaérienne syrienne n'a pas tardé. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Il a fait au moins 49 morts aux Philippines. Des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter leur domicile. Le typhon Mangkhut progresse désormais vers le sud de la Chine. La ville de Macao a décidé de fermer tous ses casinos pour la première fois de son histoire. La compagnie aérienne hongkongaise a prévu l'annulation de 400 vols sur les 3 prochains jours. L'Observatoire météorologique parle de menaces considérables à Hong Kong. Steve Jourdain. Des rafales enregistrées à 256 km/h, des pluies diluviennes. Mangkhut a atteint Hong Kong. Ici, les autorités sont en alerte maximale. La consigne pour les habitants, rester chez soi, ne surtout pas s'approcher du bord de mer. Je suis à Hong Kong pour faire du tourisme, mais j'ai été pris de court par le typhon. J'ai dû annuler tous mes projets. Je ne peux même pas sortir dans la rue à cause de la tempête. Le métro est fermé, les bus ne roulent pas et les ferries sont à l'arrêt. Plus de 900 vols ont été annulés. D'une superficie équivalente à la France, Mangkhut ravage tout sur son passage. Des vitres pulvérisées, des arbres qui s'écroulent. D'ordinaire bondées, les rues de Hong Kong sont complètement désertes. Ici, on attend que ça passe. La tempête devrait poursuivre son chemin. À l'heure actuelle, elle se dirige tout droit vers la ville de Macao. Critiqués pour leur manque de préparation lors du précédent typhon, les autorités de Macao ont ordonné la fermeture des casinos, une première dans l'histoire de la ville. Aux États-Unis, la tempête Florence continue de balayer l'est du pays. Des arbres et des poteaux arrachés, on parle d'au moins 13 morts. Des inondations menacent désormais la Caroline du Nord. La pluie diluvienne a fait d'importants dégâts. La tempête se dirige maintenant vers le nord ce dimanche. Plusieurs localités sont en cours d'évacuation. Les climatologues disent que l'augmentation de la température des océans amplifie l'ampleur de ces phénomènes. Y a-t-il donc un lien direct entre ces catastrophes naturelles et le réchauffement climatique planétaire? Les explications de Carole Guillon. Un monstre, un gigantesque tourbillon de 800 km de diamètre, l'ouragan Florence qui frappe les États-Unis, ici observé par la NASA. Au même moment, aux Philippines, le typhon Mangkhut souffle tout sur son passage. Un an après Irma qui avait dévasté l'île de Saint-Martin, les phénomènes s'enchaînent. Les cyclones sont-ils plus nombreux? Un cyclone se forme lorsque la température de l'océan dépasse les 26 degrés sur au moins 50 mètres de profondeur. L'eau s'évapore, un air chaud et humide qui, au contact de l'atmosphère plus froid, crée un tourbillon de nuages. Quand ce tourbillon atteint la vitesse de 118 km/h, on parle d'ouragan ou de cyclone. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne sont pas plus nombreux qu'avant, mais beaucoup plus violents. On craint vraiment des cyclones de plus en plus intenses à mesure que le réchauffement se mettra en place. Alors intenses à différents niveaux, au niveau des vitesses maximum, des vitesses maximales de vent qui pourraient augmenter jusqu'à 10%, et des quantités de précipitations qui accompagnent ces cyclones qui pourraient, elles, augmenter jusqu'à 20%. Alors pourquoi les cyclones sont-ils plus puissants? Le réchauffement climatique est pointé du doigt par les experts. Plus le monde est chaud, plus les cyclones sont intenses. Je dirais, on peut comparer ça à une voiture. Une voiture, quand elle est froide, elle ne marche pas très bien et il faut qu'elle atteigne une certaine température pour mieux fonctionner. Un système thermodynamique comme celui d'un cyclone qui pompe de l'énergie fonctionne mieux aux températures élevées. Les cyclones se forment habituellement en zone tropicale sur les océans. Mais l'Europe est-elle menacée? Pas par les cyclones, affirment les observateurs, mais par des tempêtes plus dévastatrices. Disons qu'on peut craindre plutôt pour les régions, le sud de l'Europe, en tout cas le pourtour méditerranéen, c'est l'accroissement de ce qu'on appelle les épisodes méditerranéens, avec beaucoup de précipitations sur les régions côtières, parce que ces masses d'air
viennent vraiment buter sur les reliefs. Donc ces événements type Stevnol peuvent être très violents et il y a un risque que leur intensité augmente aussi dans le cas d'un réchauffement climatique. Chaque année, environ 80 cyclones se forment sur le globe. Des missiles israéliens ont pris pour cible l'aéroport de Damas, selon l'agence de presse syrienne. Des explosions ont été entendues. La défense antiaérienne syrienne est entrée en action. Plusieurs missiles ont été abattus. Ces 18 derniers mois, l'aviation israélienne aurait mené 200 raids en Syrie. La correspondance à Jérusalem d'Antoine Mariotti. Ce que l'on sait, c'est qu'il y aura eu des explosions près de l'aéroport donc de Damas en Syrie hier soir. Évidemment, comme c'est le cas très régulièrement, de suite les yeux sont tournés vers Israël parce qu'on sait qu'Israël dans le passé a mené plusieurs frappes, de nombreuses frappes même sur le territoire syrien. Alors selon l'Office syrien des droits de l'homme, qui est une ONG basée à Londres, qui a un réseau d'informateurs en Syrie, mais qui est très proche de l'opposition, mais ce serait, comme vous l'avez évoqué, un dépôt d'armes du Hezbollah. Ce serait en fait un dépôt d'armes qui seraient des armes qui seraient arrivées récemment d'Iran à destination du Hezbollah qui se bat en Syrie, à destination également de différentes milices chiites qui sont affidées à l'Iran. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que l'on ne sait pas grand-chose, pour être honnête, parce que systématiquement les médias d'État syriens accusent Israël. Israël ne confirme pas et n'affirme pas des informations qui viennent de l'étranger, mais il y a aussi une guerre de propagande. Les Syriens affirment qu'ils ont intercepté plusieurs missiles, que leur batterie de défense antiaérienne a intercepté des missiles, ce qui ne sera jamais confirmé ni jamais prouvé. L'actualité africaine, la Mauritanie attend les résultats du second tour des élections législatives. Il a eu lieu hier, la participation a été faible, elle s'élève à près de 40% en moyenne selon la commission électorale indépendante. Au premier tour, le parti au pouvoir, l'UPR, est arrivé en tête avec 67 sièges, suivi du parti islamiste Tewassoul avec 14 députés. Au Burkina Faso, au moins 9 personnes ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi dans des localités de l'est du pays. L'attaque a visé le domicile d'un chef religieux qui abrite une mosquée. Un autre groupe armé a tué 3 membres d'une même famille dans un village différent. C'est la deuxième fois que des civils sont pris pour cible en 15 jours. Cette région fait l'objet d'attaques récurrentes des djihadistes ces derniers mois. Au Mali, plusieurs milliers de partisans de l'opposition ont manifesté à Bamako, la capitale, pour contester les résultats d'élections présidentielles qui ont permis la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Les Maliens réclament maintenant des élections législatives transparentes. Juliette Perrault nous en dit plus. Des milliers de Maliens dans les rues de Bamako pour dénoncer le bourrage des urnes et la falsification des résultats qui, selon eux, ont permis la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis l'annonce de sa victoire le 20 août dernier, l'opposition manifeste contre la fraude électorale quasiment chaque semaine et s'inquiète de l'organisation des prochaines élections législatives en novembre et décembre 2018. Ce que nous avons vu pendant cette présidentielle tend à prouver que le Mali ne peut pas organiser d'élections crédibles et transparentes. Ce qui veut dire pour nous, il ne faut pas aller vers des législatives, surtout lorsqu'un gouvernement de fait, un gouvernement de facto veut organiser ces élections avec les mêmes éléments. On prend les mêmes, on recommence, donc c'est la fraude massive assurée. Parmi les manifestants, l'ancien candidat à la présidentielle et chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Nous marchons aussi pour le respect du vote. Nous marchons aussi pour que nous ayons des élections propres dans notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à vouloir construire une démocratie sur des mensonges, sur de la fraude, sur des malversations de l'administration. Ibrahim Boubacar Keïta a présidé vendredi soir le premier conseil des ministres de son second mandat. Il a été réélu pour 5 ans. Le World Cleanup Day, la journée mondiale citoyenne de nettoyage. C'était hier dans plus de 150 pays, de Dakar à Paris en passant par Beyrouth ou Tallinn en Estonie. Des milliers de citoyens, des volontaires se sont réunis pour ramasser des déchets et la pollution des plastiques en mer. Un forum sera par ailleurs organisé le 19 novembre prochain pour faire un bilan de cette action. Les pays africains s'inquiètent aussi de leur environnement. En Afrique du Sud, le tri des déchets est déjà une habitude quotidienne. Le pays installe progressivement son industrie de recyclage, une industrie qui fait vivre de plus en plus de monde. Reportage signé de nos correspondants Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Sakiwe prend le volant tous les matins à la recherche de déchets recyclables. Et dans les townships sud-africains, c'est une denrée de plus en plus facile à trouver. Les sacs sont pesés avant d'être emportés car les fournisseurs sont payés au kilo.
Un sac de 20 kilos rapporte moins d'1 €. Mais pour ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est une aubaine. Linda remplira ce jour-là le camion et gagnera 3 €. C'est un super job pour moi. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je n'ai rien d'autre. Parfois, on n'a même pas le temps de ramasser tous ces sacs. Gagner sa vie est une course contre la montre pour cette équipe qui s'est donnée pour objectif de ramener tous les jours 15 tonnes de déchets. John, le patron, fait aujourd'hui vivre 9 personnes. Les gens n'ont pas de quoi manger, alors ils viennent nous voir pour récupérer les sacs de déchets au plus vite. La pauvreté catalyse le développement de ce secteur informel. 6 millions de bouteilles sont ramassées tous les jours. C'est 65% des bouteilles utilisées en Afrique du Sud. Un chiffre record qui permet aux sociétés de gestion des déchets d'avoir des taux de recyclage par habitant meilleurs qu'aux États-Unis. Le plus important, c'est que 96% des bouteilles que nous récupérons sont transformées en nouveaux produits, ici, localement. L'industrie du recyclage sud-africaine a été multipliée par 10 en 10 ans. Des beaux quartiers aux banlieues les plus pauvres, on voit désormais de moins en moins traîner ces bouteilles en plastique. Les journées européennes du patrimoine se poursuivent ce dimanche, 35e édition. 17 000 sites sont ouverts au public depuis hier. Pour découvrir le palais de l'Élysée, il faut s'armer de patience. Hier, les curieux ont dû attendre plus de 8 heures pour le visiter. Le récit de Lucie Chaumette et Nicolas Lemarinier. C'est la star des journées du patrimoine. Tous les ans, le palais de l'Élysée fait le plein de visiteurs, avec, en bonus, la poignée de main du président de la République. Mais cette année, d'autres lieux symboliques et exceptionnels ont attiré un public de curieux. À Pessac, en Gironde, une visite sous haute surveillance. Une quarantaine de privilégiés pénètrent à l'intérieur de l'usine qui frappe les euros français. 1,5 milliard de pièces sortent d'ici chaque année. J'apprends quelque chose que je ne connaissais pas sur des objets qu'on touche tous les jours. 4 visites, pas une de plus, l'occasion d'admirer le travail des graveurs qui immortalisent les personnalités sur nos pièces de monnaie. Au bord de la Seine, l'Académie française ouvre ses portes pour la première fois au public. Sous la célèbre coupole où se réunissent les immortels, les visiteurs s'assoient dans les fauteuils des académiciens. Tout cela procure beaucoup d'émotions. On voit à la fois Victor Hugo au XIXe siècle et puis les plus récents avec Jean d'Ormesson, Simone Veil. Donc c'est émouvant de voir cette continuité de la culture à travers les siècles, quoi. À Pézenas, les promeneurs mettent la main à la pâte. Ici, c'est un atelier de restauration des trottoirs avec une technique ancestrale qui utilise des petites pierres. Avec un peu d'explication de technique de base, on arrive à faire des choses qui sont... j'espère qu'ils vont être jolies. Parmi les symboles français, il y a aussi le savon de Marseille. Aujourd'hui, les curieux sont venus découvrir un savoir-faire traditionnel dans la plus ancienne savonnerie de la ville. Il mettait une planche en bois au-dessus du chaudron et le gars, il mélangeait à la main le chaudron. Dans ces immenses cuves, de l'huile d'olive pour les puristes ou de l'huile de palme. Au château de Bussy-Rabutin en Côte d'Or, ces journées ont une saveur particulière. Un chèque de 200 000 € est arrivé ce matin grâce au loto du patrimoine. La somme servira à rénover l'édifice et accueillir encore plus de visiteurs. Le Kényan Eliud Kipchoge vient de battre le record du monde du marathon en 2 h 1 minute et 39 secondes ce dimanche à Berlin. Totalement seul durant les 17 derniers kilomètres, il a déclaré que c'était dur mais qu'il avait confiance en suivant sa propre course. Chez les dames, la Kenyane Gladys Cherono s'est de nouveau imposée en 2 h 18 minutes et 11 secondes. Fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Et puis tout de suite, c'est l'émission Reporter sur Boko Haram, les visages de la résistance, un reportage de Catherine Norris-Trent et Jonathan Walsh.